Merci beaucoup, ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler un petit peu de l'esprit d'entreprendre, c'est-à-dire de comment est-ce qu'on va prendre les choses en main ensemble. Pour en parler, j'ai deux invités de marque, Blandine Mullier, présidente de la Fondation Entreprendre, et Frédéric Jacquelet, qui est directeur associé du réseau Manger Bio. Mais on va en parler très vite. Et puis tout de suite, je voudrais écouter la petite question de Célia, qui est étudiante à l'ESDES. Bonjour, je suis Célie et je suis en 5e année à l'ESDES. Aujourd'hui, l'intrapreneuriat et l'entrepreneuriat permettent à toute personne qui veut développer un projet de pouvoir le faire soit en externe, soit en interne, pour pouvoir garder un cadre sécuritaire dans le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, à mon sens, je pense qu'il est important de pouvoir accompagner chaque personne qui a envie de développer un projet, une idée, et de pouvoir mettre à profit ses compétences, soit au profit de la société, soit d'une entreprise. Et vous, selon vous, pensez-vous que l'intrapreneuriat et l'entrepreneuriat se basent seulement sur la volonté et les compétences d'une personne ? Alors, est-ce que l'entrepreneuriat, c'est juste une histoire de talent individuel ou est-ce qu'il y a autre chose qui rentre dans les ingrédients ? Et donc, pour en parler, nous accueillons Frédéric Jacquelet. Donc, j'ai été directeur associé du réseau Manger Bio. Le réseau Manger Bio, c'est le premier opérateur français qui est détenu par des paysans et qui couvre toute la chaîne de la fourche à la fourchette. Donc, c'est des fermes, c'est des producteurs, c'est des distributeurs, etc. Donc, sa mission, c'est de nourrir la France à travers les hôpitaux, les crèches, etc. et de le faire de manière éthique et responsable. Et j'accueille aussi Blandine Mullier. Donc Blandine Mullier, présidente de la Fondation Entreprendre. Ça veut dire que sa mission à elle, c'est d'accompagner chacun et chacune pour qu'il puisse entreprendre de manière éclairée sa vie. Donc on se le disait, entreprendre, c'est commencer par soi-même, mais aussi son métier, mais aussi son organisation et plus largement sa place dans la société. Mais si on arrête de se regarder à travers les fonctions qu'on joue les uns les autres dans la société et qu'on regarde d'abord les personnes, comme on se le disait, Frédéric, on a préparé un petit peu ce débat ensemble et du coup, tu as eu l'occasion de rencontrer Blandine. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire d'elle aujourd'hui ? Alors, c'est un peu difficile parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais Blandine, ça serait plutôt, si c'était un animal, un ours polaire. Pas pour les grandes dents, mais au contraire, pour le côté très douceur et prendre soin de soi. Une couleur, ça serait le orange. Au regard de ses chaussettes, non, pas du tout, mais au regard de la chaleur humaine et l'orange, c'est la couleur de l'amour universel. Et puis si c'était un événement, Blandine, ça serait la levée du jour. Et comme on est dans une table ronde sur l'entrepreneuriat, c'est parce que la levée du jour, c'est justement l'ouverture à la création de chaque journée d'une chose nouvelle et d'une aventure. Merci. Blandine, à toi de nous parler de Frédéric. Merci Frédéric. Bon, si Frédéric était un animal, je pense que tu serais un loup. Un loup parce que le loup est le guide de sa meute et le loup n'avance pas tout seul, mais la meute a besoin de lui. Et donc je pense que tu es un bon guide. La couleur, vert parce que c'est ton métier, c'est ta nature, puis tu as un magnifique collier, et tu as vu, on se rallie à toi. Et puis un événement, la pleine lune. Dans nos échanges, tu disais que pendant la pleine lune, c'est là où se passe le plus de croissance végétaux et donc pour nourrir la planète. Donc c'est vraiment la pleine lune qui est vraiment ton cœur d'événement prioritaire. Vous l'avez compris, aux Petites Cantines, nous, on aime bien parler de rencontres et de transformation émotionnelle et du coup, tout ce qui se passe en termes de changement de regard derrière. Et moi, ce qui m'a plu dans cette préparation de table ronde, c'est quand Blandine, tu as commencé à nous partager le rêve que vous formulez au sein de la Fondation. Je sais que tu as préparé une petite présentation, mais pour toi, c'est quoi l'entrepreneuriat souhaitable et à quel horizon ? Alors effectivement, nous, à la Fondation Entreprendre, on est donc une fondation reconnue des publics, on accompagne des associations, et donc on se doit d'être en avance de phase de ce qui se passe dans les entreprises pour bien accompagner les entreprises, pour avoir une vision souhaitable en 2030. Donc nous, on travaille sur 2040. On a fait une étude prospective 2040 pour faire la différence entre tout ce qui est probable et souhaitable. On ne peut pas imaginer ce que sera en 2040, mais par contre, on peut le construire. Et ça se construit tous les jours. Et pour le construire, il faut être éclairé.
Donc on a fait une étude, on a questionné beaucoup de monde par mail, par des réunions, des demi-journées où on était au moins une 50aine de notre écosystème, des associations, des fondations abritées, des chercheurs, pour réfléchir ensemble qu'est-ce qu'on peut porter aujourd'hui pour avoir un monde économique, un monde social, sociétal, environnemental 2040 joyeux et responsabilisant, etc. Donc, quand je regarde le titre, plus d'entrepreneuriat ou d'intrapreneuriat en 2040, c'est pas du tout notre sujet. En fait, quels sont ces entrepreneurs de 2040 ? Est-ce qu'il y en aura plus ou moins ? On verra bien. Nous, on est convaincus qu'il risque d'y en avoir plus, mais plus précaires. Donc, il faut éviter d'aller dans cette direction-là. On a fait donc un état des lieux. Il y a 8 tendances qui se sont détachées. Donc les équilibres territoriaux, dont nous parlera Frédéric dans 2 minutes, les crises économiques et sociales, les valeurs et les imaginaires de l'entrepreneuriat. C'est important parce que les valeurs et les imaginaires de l'entrepreneuriat, on déstructure complètement l'entrepreneuriat en 2040. On se dit mais ce sera plus du tout le même monde qu'aujourd'hui. Et notamment par rapport aux formes juridiques. C'est la croisée entre les mondes associatifs, le monde de l'entreprise, l'entreprise qui part en entreprise à mission, les associations qui partent en ESUS, des associations qui montent des fonds rattachés ou des entreprises au service de l'association pour avoir des ressources un peu plus pérennes. Bon, donc il y a toute cette forme de l'entrepreneuriat qui change, et on ne parle plus d'entreprise, mais comme tu le disais très bien, excuse-moi, je te tutoie, comme tu le disais très bien Diane tout à l'heure, plutôt des organisations. En fait, on passe au-dessus de la forme juridique. Le 4e point, c'est le soutien public à l'entrepreneuriat. Donc, quid du soutien public et quel est son rôle en 2040 ? Les nouvelles formes d'entreprendre, donc tu en reparleras aussi, je crois, Frédéric, après. Les limites planétaires. J'en toucherai 2 mots. Les structures du marché et des acteurs de l'accompagnement et de l'entrepreneuriat, je crois que vous n'aurez pas les 8 sur l'écran. Et les métiers de demain, on sait très bien que les métiers de demain n'existent pas aujourd'hui, à 60%, voire plus, je pense. Bon, je vais te laisser... Bah oui, parce qu'en fait, nous, ce qu'on aime bien en tant qu'entrepreneur, c'est faire. Donc, c'est comment est-ce qu'on incarne ça concrètement et en quoi ça traduit un changement de logiciel, Frédéric ? Alors, je ne sais pas si on a un très bon exemple complet, avec un peu d'humilité de ces tendances-là, mais en tout cas, on ne se connaissait pas avant de se rencontrer pour cette table ronde. Et effectivement, il y a au moins 3 tendances qui nous parlent dans notre métier. Le premier, c'est la question de la limite planétaire. C'est pas un scoop, tout le monde aujourd'hui, je crois qu'il y a un consensus sur les questions des ressources. Et ce changement de mindset, c'est le vrai enjeu, c'est comment est-ce qu'on passe de la représentation ou de la compréhension à l'action. Au sein de notre organisation, on a, nous, on va dire, pensé notre raison d'être, nos axes stratégiques, et c'est devenu un ADN, et avec notamment 3 axes indubitables, c'est-à-dire que toute la production que l'on fait, elle est respectueuse de la terre, donc forcément, elle est dans un modèle bio, voire plus. Et aucun de nos projets ne va au-dessus de ça. Donc on a érigé ça comme étant une barrière stratégique à notre mise en action, parce qu'on a un certain nombre de valeurs et de croyances, et que nos entrepreneurs, eh bien, du coup, ils ont dit, OK, collectivement, on n'ira pas sur des projets qui sont des projets hors de ce champ de raison d'être. On développe des projets, puisqu'on l'a dit, on est de la production jusqu'à l'assiette, on développe des projets qui sont forcément aussi des projets à bas carbone. Et donc locaux. C'est-à-dire qu'on a, on va dire, ça fera la transition peut-être avec le 2e point sur les équilibres territoriaux, on a fait le choix, à un moment donné, de pouvoir penser, alors c'est pas toujours facile, parce que des fois c'est des ruptures de pensée, mais de penser à un moment donné des modèles différents qui sont, on va dire, complètement intégrés dans la cité. Alors, sur les grandes collectivités, par exemple, on est sur du transport 0 émission de carbone. C'est des choix qu'on a faits, mais pour le coup, ça demande aussi des ruptures en utilisant le fluvial, en utilisant le vélo, en utilisant l'hydrogène. Et donc, voilà, ça devient, on va dire, des modes d'action qui supposent de la responsabilité, de l'engagement et de l'authenticité. J'ai beaucoup aimé la table ronde précédente parce que on s'est imposé de mettre en lien ce à quoi on croit et ce qu'on fait.
Sur la partie équilibre territorial, l'espace, ou en tout cas le point qui vraiment était important pour nous, c'était d'aller sur de la relocalisation. C'est-à-dire de faire en sorte que l'ensemble de l'écosystème que l'on vient rend le territoire résilient. Aujourd'hui, certainement que vous connaissez bien la thématique des PAT, parce que en fait, si on n'est pas résilient sur le plan de l'alimentation, il y a un moment donné, il y a un vrai problème. Et ça ne peut se faire que si les territoires sont impactés. Alors on est un peu à contresens de la mondialisation. C'est-à-dire qu'on est parti du principe que, bien sûr que ça existe et qu'on est dans une économie qu'on subit aussi en partie, mais nous, on a fait le choix de remonter un peu le courant et de se dire, on va aller contre la mondialisation et on va aller sur la production des territoires, donc du rachat de terres, donc de la localisation, et puis de faire en sorte que les territoires les plus proches communiquent entre eux pour effectivement avoir une distribution la plus courte possible. Et ça veut dire du coup une chaîne de valeur équitable, donc une économie, on va dire pensée, qui rémunère l'ensemble des acteurs, et pas seulement le distributeur, le transformateur, mais aussi le producteur. Donc ça veut dire penser des chaînes de production et des chaînes de valeur qui sont justes sur l'ensemble de l'économie qui est présente. Ça veut dire une bonne rémunération pour tous. Mais ça veut dire aussi penser à cette économie, parce que j'entends souvent, oui, le bio, c'est pour les bobos, c'est cher. Non, en fait, on se place dans une économie de marché dans laquelle on arrive effectivement aux fins de la composition du prix, sur des prix qui sont dans le marché, voire parfois même inférieurs. Mais ça veut dire repenser complètement ce monde économique ou ce monde de production et d'articulation dans cet écosystème. Et puis, comme on est sur la partie entrepreneuriale, pour réussir ça, en fait, il faut que l'ensemble des personnes qui le font, donc dans l'ensemble sur le territoire, on a 28 plateformes sur toute la France, donc c'est, on va dire, une organisation complexe. On a changé le mode d'entrepreneuriat, c'est-à-dire que toutes les personnes qui travaillent, que ce soit du logisticien, de celui qui est dans l'entrepôt, du producteur, du directeur de plateforme, peu importe, ce sont tous des entrepreneurs. Donc on développe la compétence entrepreneuriale dans une forme, alors on est dans une forme d'économie sociale et solidaire, on pourrait dire dans une forme d'économie souhaitable et sociétale, dans laquelle on a mis au centre la démocratie dans l'entreprise, l'intelligence collective, et ça veut dire aussi que c'est une rupture de pensée. Et je conclurai là-dessus. La rupture de pensée, c'est quoi? C'est on ne raisonne pas croissance, même si on fait une croissance de plus de 30% chaque année. On ne raisonne pas croissance, on raisonne besoin. On ne raisonne pas profit, on raisonne équitabilité. On ne raisonne pas contrainte, c'est-à-dire infaisabilité parce que c'est la mondialisation, parce qu'il y a des règles, on va dire, juridiques, etc. On raisonne solution. Et quand on est sur l'innovation au cœur même de ce projet, eh ben effectivement, on ne pense pas l'économie sociale et souhaitable, mais on la fait. Donc tu l'as dit, tu as une croissance de 30%. Tu viens de boucler une levée de fonds ou tu es en train de boucler une levée de fonds de 10 millions d'euros. Ça veut dire que la croissance est compatible avec un changement de logiciel. Complètement, c'est-à-dire que le modèle, en fait, à partir du moment où on prend comme loi, on va dire interne, de se dire que ce qui nous guide, c'est justement le fait de pouvoir avoir ces traceurs-là, eh bien, tout va tourner autour, et donc on s'aperçoit que c'est faisable. Et que ce que l'on fait, c'est parce qu'on le pense et pas le contraire. Blandine, comment tu réagis moi, ce que j'entends, en fait, c'est que la création de richesse économique est très importante et qu'elle est le poumon du projet, mais qu'il y a une autre création de richesse qui peut-être la précède, qui est la création de richesse relationnelle, et qu'à chaque fois qu'on replace cette création de richesse relationnelle en amont, à sa juste place, en fait, eh bien, on évite de courir le risque de déshumaniser des organisations qui, finalement, on évite d'entretenir, de continuer à entretenir un système dont on sait qu'il est en train de s'effondrer. Blandine, comment tu réagis? Je sais que vous avez abordé plein d'autres sujets dans votre panel de prospective. Est-ce que ça fait écho? Mais profondément. Moi, nous, à la Fondation d'Entreprendre, on regarde fortement ce que peuvent faire des réseaux comme le tien, Frédéric, pour justement nous inspirer, pour pousser ces réseaux à essaimer les bonnes pratiques auprès de d'autres réseaux pour pouvoir ensemble aller vers un futur souhaitable, un futur plus joyeux. Donc ça me parle beaucoup. Quand tu disais tout à l'heure, contresens de la modernisation,
sur le fait de revenir en local, en réduction, etc., de consommation énergétique. Mais moi, je pense que tout est cycle, et c'est juste le renouveau d'une économie d'hier. En fait, c'est profondément moderne d'une économie d'hier. Donc, c'est l'innovation. Donc, c'est pas à contresens. Donc, moi, je trouve ça formidable. Pour ma part, on est plus spécialiste des associations que des entreprises. C'est pour ça que notre panel est intéressant. Nous, on est sur les associations. Et pour l'exemple, on a Singa, par exemple, qui accueille les migrants en France et qui a un projet, qui a un programme fort d'accompagnement des entrepreneurs. Et ils ont arrêté d'accompagner les entrepreneurs. Ils sont en train d'arrêter d'accompagner les entrepreneurs migrants parce qu'ils mettent en place une formation pour tous les réseaux d'accompagnement pour accompagner eux-mêmes les entrepreneurs migrants. Donc c'est une forme de partage des bonnes pratiques d'aujourd'hui qu'on regarde et on se dit absolument il faut écrire ça dans les défis de demain. Un autre sujet, c'est Réseau Entreprendre qui a à l'intérieur de tous ces programmes l'impact. Programme Impact, tous les entrepreneurs qui passent chez Réseau Entreprendre réfléchissent à leur impact social, sociétal, environnemental, intrinsèque, extrinsèque. On ne parle pas de l'entreprise à mission forcément, mais quand même conscience collective, formation. On se doit de se former là-dessus. Un troisième exemple pour rester sur ce thème-là, Initiative France, pour avoir un panel un peu différent. On les accompagne aussi, cette association-là aussi, pour former tous leurs bénévoles et tous leurs collaborateurs au monde de demain et à la responsabilité de l'entreprise qu'ils accompagnent pour le monde de demain. Et donc, tout le monde y va, même les réseaux associatifs. Et on se doit d'accompagner on se doit d'accompagner les réseaux associatifs sur ces thèmes-là. Et donc, pour revenir à notre étude, on a créé 3 scénarios un peu caricaturaux, co-construits avec nos associations, etc., comme je vous le disais au début. Le premier scénario, c'est de la conscience climatique à la planification régénérative. Donc, c'est très axé sur la planète, sur la limitation de la planète. Je vous invite à regarder, si vous ne connaissez pas encore, la théorie du donut. La théorie du donut, c'est vraiment les besoins fondamentaux au centre du donut et puis les limites planétaires à l'extérieur. Et le bon équilibre, c'est quand les deux se rencontrent et les deux sont vivables. Et si on détruit l'extérieur, à l'intérieur, ça souffre encore plus. Voilà, donc je fais court là-dessus, mais donc on a travaillé sur ce scénario-là et il faut faire le chemin pour l'intégrer. C'est pas en apprenant, c'est pas en nous écoutant, c'est inspirant, mais après il faut travailler le sujet pour vraiment comprendre le sujet. Le deuxième scénario, c'est la pénurie en pagaille, solution locale, avec des changements d'échelle profonds. Donc on en arrive à ce que tu présentes et tu proposes. Si on va que dans cette direction-là, ça va être très compliqué. Donc il faut savoir vivre avec le local et le global, et avec des formes d'entrepreneuriat qui vont dans les deux sens et bien travailler ensemble. Donc ça va être un vrai sujet pour l'emploi, pour l'énergie, pour l'alimentation, la santé, etc. En local, mais dans un global. Et puis, on pense qu'il va y avoir une explosion de l'entrepreneuriat en local, avec une grande précarité rattachée. Donc ce ne sera pas forcément des personnes au chômage qui seront en précarité, c'est aussi les entrepreneurs qui déjà sont en précarité, mais si on continue comme ça va être de plus en plus précaire. Donc comment on fait pour éviter d'aller dans cette direction-là ? On a quelques solutions qu'on est en train de réfléchir pour accompagner nos associations là-dessus. Par exemple, comme tu le disais, qu'on manque de connaissances, de compréhension du réseau d'accompagnement des entrepreneurs. C'est très diffus, c'est très divers en fonction des territoires. Donc on se dit, est-ce qu'on pourrait faire un guichet unique sur chacun des territoires ? Et faire ça en partenariat privé-public, bien sûr. Et le troisième scénario qu'on a co-construit, c'est la difficulté à réinventer le travail. Déjà, il faudrait redéfinir le mot « travail ». Qu'est-ce qu'on entend par travail ? Et puis, c'est la gouvernance, le management, tout ce qu'il y a derrière le travail. Donc, c'est un vrai sujet. On a entendu hier, la semaine des 4 jours, c'est pas du rêve, c'est de la vraie réalité. Mais qu'est-ce qu'on en fait demain ? Est-ce qu'on le pousse pour qu'en 2040, ce soit normal ? Est-ce qu'on pousse une pause carrière de 9 ans pour pouvoir vivre sa vie différemment, si c'est un besoin, et comment ça s'organise ? C'est disruptif, mais pourquoi pas, il faut réfléchir.
En tout cas, l'État suit le mouvement. Donc, c'est à nous, entrepreneurs, c'est à nous, réseaux d'entreprises, c'est nous, un réseau associatif et fondations, à être dans l'innovation. Parce que derrière ce qu'on fait, les lois vont se faire. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure entre nous, avec Arnaud tout à l'heure, mais c'est de se dire... si l'entreprise fait des tests de semaine à 4 jours, peut-être un jour ce sera dans la loi. Si on fait l'entreprise à mission, c'est déjà la loi Pacte est arrivée parce qu'il y avait déjà des entreprises en mouvement en amont. Et aujourd'hui, l'entreprise à mission se développe. Il y en a 900 en France, des entreprises à mission. Il y en a un bon tiers qui est adhérente à la communauté des entreprises à mission pour s'inspirer, s'enrichir. Derrière, les lois vont se durcir sur ces thèmes-là d'impact. Mais ils vont se durcir si nous, on les inspire, si on inspire l'État, elles vont se durcir au regard de ce qu'on est capable de faire. Donc il faut vraiment, nous, réseau accompagnement et entreprise, être dans l'innovation et faire valoir et faire savoir ce qu'on fait pour que les lois se fassent bien et justement. Merci Blandine. François l'a très gentiment dit, moi je suis à l'origine des petites cantines, donc c'est des restaurants participatifs à prix libre et en alimentation durable, qui sont montés par les habitants eux-mêmes. Donc ça veut dire que chez nous, c'est les habitants qui sont entrepreneurs, qui montent leur petite entreprise, etc. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à déconstruire, et on terminera avec ça, de l'image de l'entrepreneur aujourd'hui ? Alors, oui, je peux peut-être dire 2 mots. Il y a beaucoup de clichés sur la question de l'entrepreneur. Il y a beaucoup de stéréotypes aussi sur le leader, ou en tout cas, comme si c'était une figure un peu